Arrestation hier vendredi par la patrouille du groupement tactique interarmes GTA 6 dans les environs de Nampala de 16 dangereux terroristes armés. Certains auraient participé à l'attaque de Nampala. Impliquer davantage les forces vives dans l'élaboration et la conclusion de l'accord de paix d'Alger, faire en sorte qu'il soit le plus consensuel possible et surtout renforcer l'argumentation du gouvernement. C'est l'objet de la table ronde organisée aujourd'hui à Bamako par le gouvernement. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur le programme de l'ORTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Impliquer davantage les forces vives dans l'élaboration et la conclusion de l'accord de paix d'Alger, faire en sorte qu'il soit le plus consensuel possible et surtout renforcer l'argumentation du gouvernement. C'est l'objet de la table ronde organisée par le gouvernement. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce matin au CICB en présence de 5 membres du gouvernement, de plusieurs représentants d'associations et de partis politiques. Reportage de Alousseni Touré. À quelques jours de la reprise des pourparlers intermaliens d'Alger, considérés par certains comme ceux du dernier round avant la signature d'un accord définitif à Bamako, la partie malienne affûte ses armes. Au chevet de ces discussions, les représentants de plusieurs associations, les syndicats de travailleurs et les partis politiques membres de la majorité présidentielle. La présente table ronde permettra, nous en sommes convaincus, d'assouplir les nuances entre les différents acteurs autour de certaines positions et propositions dans la mesure où, en ce qui concerne la question du nord du Mali, il ne semble pas se dégager de divergences fondamentales à quelque niveau que ce soit. Nous adhérons à cette initiative parce qu'elle devra permettre au gouvernement de se présenter à Alger avec une seule voix, celle du Mali et celle de tous les Maliens. Ces assises d'une journée visent un meilleur partage du contenu du projet de paix et de réconciliation afin de renforcer la position du gouvernement grâce au renforcement de son argumentaire. Mais prévient le modérateur, toute proposition sera bien argumentée, faute de quoi elle ne pourra pas être prise en compte dans les recommandations. Le principe étant précisé, il appartient aux participants de s'inscrire dans cette optique en ne pensant qu'au Mali et aux Maliens. Il est évident qu'au cours de ces négociations, le gouvernement du Mali a rejeté catégoriquement et continue toujours à rejeter toute demande de création de fédération et de nouvel État dans l'État malien qui est contraire à notre Constitution et aux résolutions pertinentes des Nations Unies, qui est également contraire aux engagements pris dans le cadre de l'accord préliminaire de Ouagadougou et de la feuille de route des pourparlers d'Alger. Seule absence remarquée, celle des représentants de l'opposition dont la défection de dernière minute n'a pas été expliquée dans la salle. Toutefois, l'on peut espérer une amélioration du contenu de ce document qui engagera toute une nation. Les forces vives de la nation disent non à la partition de notre pays. Elles ont tenu aujourd'hui une troisième table ronde pour l'adoption du manifeste de la nation, assorti de première table ronde autour du projet d'accord d'Alger. C'était à la Maison des Aînés sous la présidence du Dr Zoumana Sako, président de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise ADPS. Daouda Sidiki Diarra. À ne pas franchir. L'heure est venue pour répondre à l'appel du Mali. Les forces vives de la nation disent non à la partition de notre pays. En attendant la reprise des pourparlers d'Alger, la classe politique et la société civile ont organisé une troisième table ronde pour un manifeste de la nation autour du projet d'accord d'Alger. Notre table ronde a déjà réussi qu'elle a été comprise par tous, y compris dans la haute sphère de l'État, que la signature en l'état du pré-accord d'Alger s'apparenterait à la forfaiture et à la haute trahison. Nous saluons les populations de Gao et particulièrement la jeunesse et les Amazones de la cité des Esquiens pour la permanence de leur attachement à la République du Mali et la vigilance patriotique dont elles viennent de faire preuve en dénonçant et en déjouant le complot des séparatistes. Après analyse du pré-accord d'Alger et un exposé sur le sujet, les forces vives de la nation trouvent que le projet d'accord ne répond pas aux aspirations du peuple malien. Au terme d'échanges et de discussions approfondies, les partis politiques et les organisations de la société civile ont adopté le document de 6 pages, une source d'inspiration tant pour les pouvoirs publics maliens et la communauté internationale, ainsi que l'ensemble des forces vives patriotiques de la nation ont-ils soutenu. La présente table ronde n'a donc aucune ambition de se substituer aux institutions républicaines,
ou de mettre en cause les prérogatives du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Mais elle tient à faire savoir au pouvoir public que la nation malienne, transcendant les clivages politiques, trace à travers le manifeste de la nation les lignes rouges. Par rapport aux événements de Gao, la table ronde exige des enquêtes nationales et internationales pour situer les responsabilités afin de poursuivre les coupables en justice. Les forces vives remercient la communauté internationale pour sa mobilisation en faveur de notre pays depuis le début de la crise. Nous vous livrons à présent le contenu de ce communiqué. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que suite à des affrontements intervenus ce jour samedi 7 février 2015 entre des groupes armés au nord du Mali dans la localité de Tabankort, certaines informations tendancieuses sont en train d'y associer les forces armées de sécurité maliennes. Cela relève d'une pure intox visant à jeter un discrédit sur les FAMA. Le ministre affirme et précise que les FAMA sont respectueuses du cessez-le-feu ainsi que de tous les engagements pris par le gouvernement et la République du Mali. Reconnaissant la liberté d'opinion et d'expression, le ministre met en garde contre toute forme d'information de nature à mettre en mal le processus des négociations en cours. Le ministre invite les FAMA à se concentrer sur leur mission régalienne en évitant de se laisser distraire par des faits partisans. Bientôt, une loi d'orientation et de programmation militaire au Mali pour la période 2015-2019. Le texte a été soumis à l'examen de la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Le dit document s'inscrit dans le cadre du processus général de réforme de l'armée. Reportage de Moussa Fane. Les députés et la hiérarchie militaire échangent sur le projet de loi d'orientation et de programmation militaire. C'est un projet de loi qui s'inscrit dans le cadre des réformes de l'armée. Il s'agissait entre la Commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale et les militaires d'examiner les textes avant son analyse en plénière. Nous étions dans un échange de questions-réponses, de débats aussi, pour mieux nous approprier cette loi d'orientation et de programmation militaire. Cette loi va apporter beaucoup. C'est une loi que je qualifierais d'historique qui va certainement marquer le mandat du président de la République, car jamais nous n'avions institué une loi qui faisait de notre armée une vraie institution aux ordres du politique. L'exercice d'aujourd'hui avait pour objectif, pour tous les chefs militaires, de venir présenter la loi et les éléments de la loi pour qu'elle soit mieux compris et qu'il y ait une appropriation. Parce que nous faisons cet exercice de préparer les éléments, mais il appartient aux représentants du peuple de se l'approprier, de l'examiner dans le détail et de se prononcer sur les éléments d'adoption de ce projet de loi. Le texte a déjà fait l'objet de concertations internes entre les responsables des états-majors et directions de services de l'armée. Il devra servir de l'outil de travail pour les forces armées et de sécurité afin de mener à bien leur mission régalienne. Nous vous le disions dans les titres, la volonté affichée des forces armées de sécurité de sévir contre les groupes armés a porté fruit dans la nuit d'hier vendredi. En effet, la patrouille du groupement tactique interarmes GTA 6 de Nampala, conduite par le colonel-major Ntaknit Ag Intikan, secondé par le commandant Boubou Bokoum, chef du DGTA, a mis hors d'état de nuire 16 dangereux terroristes armés, dont certains auraient participé à l'attaque contre Nampala et Tenenkou. Reportage d'Irpa, Mohamed Bouakoulibaly, Madi Koulibaly, avec la voix de Kane. C'est dans la nuit du jeudi au vendredi soir aux environs de 2 heures du matin, suite à une opération rondement menée par le groupement tactique interarmes de Nampala, supervisé par le colonel-major Takni Ag Intikan, commandant de la 2e région militaire de Ségou, que les 16 bandits armés ont été surpris juste avant une attaque planifiée contre les villages de Goudjaba, Kadi, Pileli, Dar Salam et Tili. La patrouille du GTA 6 d'hier avait comme objectif le village de Tili-Croix, situé environ à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Nampala. Les informations qui nous parvenaient disaient que l'imam de ce village avait une complicité établie dans le banditisme qui sévit dans la localité de Nampalari. Suite à la perquisition, nous avons récupéré un certain nombre de matériel de guerre, des tenues de combat, des cartouchères, un nombre important de téléphones portables. Ces individus qui ont été arrêtés en possession d'armes de guerre sont pour la plupart originaires de la commune rurale de Nampala. Qu'à cela ne tienne,
pas d'amalgame. C'est ce que je demandais à la population malienne et toutes les autorités maliennes, ils ne prennent pas l'amalgame entre les Peuls et les autres ethnies. Toutes les ethnies, il y a des malfaiteurs dedans. En attendant, les 16 terroristes ont été remis à la gendarmerie pour les besoins d'enquête. Le président de la plateforme des jeunes leaders du Mali est allé s'enquérir de l'état de santé du patient blessé à Gao et manifester par la même occasion toute la solidarité de la plateforme à la population de Gao. Moussa Timbine s'exprime au micro de Mamoudou Sidibé. Et nous tenons vraiment à rappeler que les populations ont le droit, dans le respect strict des règlements en vigueur, de manifester. Mais ce qui est arrivé, nous le condamnons avec la dernière rigueur et nous pensons qu'on doit tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite, situer les responsabilités et poursuivre les coupables. Mais aujourd'hui, nous sommes venus à l'hôpital du Mali et nous sommes ici en compagnie du directeur et de la famille des blessés en vue de rendre visite à ceux qui ont été victimes de ces blessures. Et nous avions eu la chance non seulement de voir l'unique blessé qui est là, mais aussi on a eu la chance d'avoir les explications non seulement du directeur, mais aussi du médecin en charge du malade. Donc qui nous ont vraiment rassurés, parce que le malade avait un hématome au niveau du cerveau qu'ils ont pu vraiment en tout cas enlever suite à une opération et que sa vie n'est plus en danger. Donc toutes choses que nous avions vraiment appréciées. Et nous sommes juste ici vraiment pour quand même apporter notre solidarité à l'endroit non seulement de l'ensemble des familles qui ont perdu des éléments très chers pendant ces événements, mais aussi vraiment être au chevet des malades pour pouvoir les apporter assistance, aide et surtout vraiment un soutien moral. Les élus municipaux du cercle de Gundam dans la région de Tombouctou ont rencontré le ministre de la Reconstruction nationale. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation socio-sécuritaire dans notre pays. Le point avec Inaba. L'objet de la présente rencontre est de fournir des informations sur la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou et plus spécifiquement sur les axes routiers dans les foires et les villes. Et en parlant de l'aménagement qui est sur le terrain, qui doit s'occuper de la protection des populations, qui reste face à tout cela inapte. Rien n'est fait, même quand elle est sollicitée, même sous ses yeux, quand elle constate que des populations sont en danger, elle reste à ne rien faire, ce qui est contraire à son mandat. Donc aujourd'hui, nous avons compris tout simplement qu'il faut que le gouvernement du Mali investit dans sa propre armée. Suite à ces événements et à l'impossibilité des populations de vaquer à leurs occupations quotidiennes, les élus du cercle de Gundam et ceux des autres collectivités ont demandé le soutien de l'association malienne de la municipalité dans le but de rencontrer toutes les autorités du pays. Ce matin, nous sommes au niveau du ministère de la Réconciliation pour décrire la situation et faire des propositions. Parce que nous, à notre niveau, par exemple, un des exemples, l'axe Ngoumakura-Tombouctou. Cet axe est tellement important pour la région, mais malheureusement, nous risquons de la perdre face à ces nouveaux bandits. Parce que les travailleurs sont vraiment inquiets. Ils souhaitent même arrêter les travaux. Donc quand vous arrêtez ces travaux d'une importance capitale, où la main-d'œuvre est appliquée, tous nos jeunes sont en train de travailler sur ces sentiers. Donc c'est une situation très difficile. Ils ont fait le point. De notre côté gouvernement, nous respectons le cessez-le-feu. Les forces armées maliennes et de sécurité, personne ne peut dire qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Le problème de la sécurité, ce n'est pas aussi le problème seulement du gouvernement. Le problème de la sécurité, c'est le problème à nous tous, des populations. Il faut que tout le monde collabore pour pouvoir passer vraiment, pour pouvoir ramener la quiétude et pour pouvoir dépasser cette période qui, je l'avoue, est difficile. Selon les maires de la région de Tombouctou, si rien n'est fait, la situation socio-sécuritaire risque de s'aggraver.
Sur avis de réunion à présent, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, convie les promoteurs de services privés de radiodiffusion en modulation de fréquence à une rencontre d'échange le lundi 9 février 2015 à la Maison de la Presse à partir de 16h. Le ministre a compté sur la participation et la compréhension de tous. Ouverture ce matin du premier forum du mouvement Sabati 2012 au CICB. Il s'agit pour le mouvement de faire le bilan d'une année d'exercice, adopter les nouveaux textes, définir les échéances prochaines et se projeter dans le quinquennat 2020. Ibrahima Alaïa Choukari. Depuis sa création jusqu'à nos jours, le mouvement Sabati 2012 a fait du chemin. Un chemin semé d'embûches, certes, mais avec des acquis à l'appui. Nous retenons du Coran que le maintien d'une société cohésive et droite est la responsabilité des femmes autant que des hommes. Le devoir de la citoyenne est de participer dans les affaires de la société qui englobent le côté politique et communautaire. Sabati 2012 se veut un mouvement qui contribue non seulement au progrès de la société malienne, mais aussi à l'amélioration de la pratique politique, notamment à travers des conseils utiles prodigués au pouvoir en place. Aujourd'hui, le peuple malien lui fait confiance et cette confiance doit être restaurée. Il a besoin vraiment de recontacter encore son peuple, d'être avec son peuple, de tâter le pouls pour voir si cette confiance n'est pas entamée. Il a besoin de cela et il doit le faire. La responsabilité pour qu'il n'y ait pas un chaos incombe d'abord au premier lieu à lui, qui est le chef de l'État. Et Sabati 2012 a sa vision par rapport à la gouvernance. Une vision basée sur la vérité. Aujourd'hui, moi je pense que à partir du moment où les institutions internationales sont revenues, l'armée est en train de poursuivre son combat au nord, la communauté internationale est au chevet du Mali. Donc on peut espérer, malgré ces manques de vision que les uns et les autres ont constaté par-ci par-là, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de grands projets, on n'a pas eu tellement de choses. Mais moi je pense qu'un an pour 5 ans, il n'y a pas eu grand-chose. Je pense qu'au bout de 4 années qui vont venir, le président Ibrahim Boubacar aura relevé le défi s'il est soutenu par tout le monde. Le mouvement Sabati réitère son soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta et à son gouvernement tout en servant de conseiller vigilant. En prélude à l'élection des membres consulaires du bureau du Conseil malien des chargeurs CMC, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a présidé ce samedi 7 février 2015 dans la salle de réunion de son département une réunion en vue de l'organisation prochaine de l'élection des membres consulaires du Conseil malien des chargeurs. Cette réunion a permis d'apaiser les débats qui suscitaient des inquiétudes de part et d'autre quant au respect de la transparence au cours de cette élection. La suite des discussions et des échanges d'idées des participants à la réunion, les acteurs concernés sont parvenus à un consensus qui fixe qu'au lieu du 7 mars 2015, le scrutin relatif à l'élection des membres consulaires du Conseil malien des chargeurs s'y tiendra le 25 avril 2015 sur toute l'étendue du territoire de la République du Mali. Un important projet pour intensifier la résilience au changement climatique dans la zone sahélienne sera bientôt mis en œuvre au Mali. L'accord de projet a été signé hier vendredi au ministère en charge de la question. L'activité a regroupé au ministère partenaires financiers et personnels des ministères bénéficiaires. Mamourou Sidibé. Intensifier la résilience au changement climatique à travers une gestion agricole et pastorale intégrée dans la zone sahélienne, c'est le nouveau projet dont l'accord des programmes de coopération technique a été signé le vendredi dernier. Ce projet vise à améliorer la capacité des acteurs de l'agropastoralisme au Mali. Le projet sera mis en œuvre à partir de janvier 2015 jusqu'en décembre 2018, avec un financement du FEM de plus de 2 millions de dollars, soit 1,2 milliard francs CFA, et avec un cofinancement d'environ plus de 14 millions de dollars. Ce financement est la réponse à l'un des principaux obstacles à l'efficacité durable de la lutte contre le changement climatique. La mise en œuvre de cet accord permettra au gouvernement de la République du Mali de développer des plans et des outils à des fins d'adaptation au changement climatique dans la zone sahélienne du Mali, d'intensifier les technologies d'adaptation au changement climatique et les bonnes pratiques des agropasteurs dont les capacités seront renforcées à cet effet, d'intégrer de manière systématique l'adaptation au changement climatique dans les politiques et programmes de développement ciblant la production agricole et l'élevage.
L'approbation de ces projets démontre l'excellence des rapports entre le ministère en charge de l'environnement, le FEM et la FAO. En prélude aux échéances électorales et pour mettre les militantes et militants du Congrès national d'initiative démocratique CENID face au Iriwaton en phase avec les réalités de l'heure, le Parti du Soleil Levant vient d'organiser à Sikasso une conférence régionale. Le rendez-vous politique qui a regroupé les délégués de toutes les sections était présidé par le secrétaire général adjoint du comité directeur national Abba Touré. Compte rendu de Sekou Konaté. Pour cette conférence régionale du Parti du Soleil Levant, les délégués sont venus de toutes les sections de la région de Sikasso. Une étape décisive dans la vie du parti en 3e région. Voici arrivée une étape décisive de notre participation à la vie politique de la région de Sikasso. Cela est un événement clé de la participation de notre parti à l'éducation citoyenne et au développement de notre région et du pays tout entier. Cette première conférence régionale sera donc l'occasion pour les militantes et militants d'échanger sur la vie du parti, la situation socio-sécuritaire du pays et de dégager des stratégies pour une participation effective du parti aux échéances électorales à venir. Elle se tient à un moment où les CENID respirent la bonne santé et nourrit de réelles ambitions. Le parti se porte très bien aujourd'hui. C'est le lieu de le dire et de le préciser. Qu'aujourd'hui, le CENID est la 4e force politique. Au niveau de toutes les régions, le parti est fortement implanté et les structures fonctionnent correctement. Nous avons 529 conseillers, 33 maires. Nous, notre objectif est de doubler, voire tripler ce nombre de conseillers. Et ces ambitions du parti dans le paysage politique d'une région qui renferme le plus grand bastion électoral du pays nécessitent l'implication de tous, car au CENID, c'est rassembler pour construire. C'est la détermination, l'engagement et la mobilisation. Le parti de tout le temps s'est fortement impliqué et a mis les moyens dont il dispose au service de nos structures. Et c'est ce que nous allons faire, renforcer ces moyens pour permettre à nos structures de jouer le rôle afin que vraiment nous ayons le maximum de conseillers élus au cours de ces échéances. La rencontre politique de Sikasso, qui doit déboucher sur la mise en place d'une coordination régionale du parti, a enregistré de nombreux messages des partis invités. Le programme de gestion décentralisée des forêts GEDEFOR et ses partenaires sont à Kassela et à Zantigila pour constater l'état des réalisations de la première phase du programme dans ces localités. Loubekone et Batraoré étaient de la visite. L'élaboration de 30 schémas d'aménagement du territoire et 58 plans d'aménagement des forêts ou la création de services propres des collectivités sont entre autres acquis de la première phase du programme GEDEFOR gestion décentralisée des forêts. Ces bons résultats ont motivé les responsables au lancement de la phase 2 du programme. GEDEFOR 2 vise à appuyer les collectivités territoriales dans la gestion des ressources forestières avec en ligne de mire la résilience au changement climatique. Cette phase couvre la période 2015-2018. Son coût global est de 4 milliards 300 millions de francs CFA, dont 3 milliards et demi comme subvention de la Suède. On a 3 composantes clés. On a une composante décentralisation, déconcentration de la gestion des ressources forestières. Donc toutes les activités d'accompagnement des collectivités pour qu'elles arrivent à mieux jouer leur rôle et responsabilité dans le cadre de la décentralisation et l'accompagnement des services techniques. On a une deuxième composante, la résilience pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages. Là aussi, ça s'inscrit dans le cadre de contribuer à la sécurité alimentaire des ménages. Et on a une troisième composante, le renforcement des capacités, la mobilisation sociale autour de l'ensemble des activités du programme GEDEFOR. Le programme GEDEFOR 2 revêt une importance toute particulière pour le gouvernement du Mali dans la mesure où il assure un accompagnement pédagogique de qualité dans le cadre d'un transfert de compétences dans le domaine de l'aménagement forestier, de l'adaptation au changement climatique et des activités génératrices de revenus. Exécuté en 3 ans, GEDEFOR 2 va couvrir 27 communes des régions de Kaï et Koulikoro. Le commissaire à la sécurité alimentaire Nango Dambélé a visité hier vendredi à l'OPAM de Ségou le chantier d'un magasin de stockage de céréales d'une capacité de 1000 tonnes. De Ségou, le reportage de Amaïgire Ogobaradolo.
Les magasins de stockage en chantier répondent-ils aux normes d'une bonne conservation des produits céréaliers ou alimentaires? Question qui justifie la présente mission de visite et d'échange avec les parties prenantes, surtout les gestionnaires de ces infrastructures, acteurs à la base riches d'expérience. C'est un vaste programme de construction de magasins financé par l'IMOA dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique sous-régionale agricole. Une visite comparée avec les anciens magasins a permis de faire des constats pour une meilleure aération et un meilleur éclairage du magasin. Pour nous permettre de conserver les céréales dans de très bonnes conditions, on a besoin d'ouvertures additionnelles, ce qui devrait permettre une meilleure aération. Et comme on le dit, le socle il respire, c'est comme un organisme vivant. Et cela est important. Je crois que ça avait peut-être échappé à la première conception. Et c'est l'avantage d'avoir fait aussi cette tournée. Et on est là avec les spécialistes qui ont vu qu'il y avait des limites au plan initial. Cette série de magasins en chantier à travers le pays s'inscrit dans la stratégie de conservation quantitative et qualitative des produits céréaliers, un objectif de la politique nationale de sécurité, voire de souveraineté alimentaire. En deuxième région, les membres du cadre de concertation pour les élections communales et régionales ont échangé hier vendredi avec plusieurs acteurs du processus électoral sur les activités menées dans le cadre des préparatifs des échéances à venir. Le président du cadre de concertation, le gouverneur Alaï Tessougui, après avoir dirigé les échanges, est allé à la mairie de Koulikoro pour rendre visite aux agents chargés de faciliter la révision des listes électorales. Reportage de Blé Mokoni. Un cadre de concertation a été créé dans la région de Koulikoro pour le bon déroulement des élections communales et régionales de 2015. Il convient donc pour les membres de ce cadre de travailler en amont afin d'aider les autres acteurs électoraux à instaurer des conditions matérielles et morales idoines. Cette visite du gouverneur de région dans la mairie de Koulikoro permet de voir sur place le travail de 10 agents chargés de faciliter la révision des listes électorales. Le travail se passe bien, mais malheureusement, il n'y a pas tellement d'affluence. L'affluence est très très timide. Du 1er février 2015 à ce vendredi 6 février 2015, il n'y a que 69 radiations, 141 validations et 39 transferts dans la commune urbaine de Koulikoro. Une forte mobilisation des citoyens devra permettre de renverser cette tendance afin de rendre les listes électorales propres et limpides. Tous ceux qui peuvent vraiment, par leur statut dans la commune, peuvent mobiliser les gens. Je leur demande vraiment d'inviter tout un chacun à venir s'inscrire pour pouvoir vraiment jouer le rôle qu'ils voudraient pour les partis qu'ils vont choisir. En prélude à ce déplacement sur le site de révision des listes électorales, le gouverneur avait présidé une réunion sur les préparatifs des différentes phases du processus électoral. Dans l'ancien système, il fallait se faire radier dans la commune d'origine pour venir se faire inscrire dans la nouvelle commune. Cette fois, tout se fait simultanément dans un seul lieu et suivant déclaration de l'individu même qui vient se faire donc transférer. Le gouverneur de région Alaï Tessougui, non moins président du cadre de concertation, veut recueillir l'adhésion et l'accompagnement des populations pour des scrutins communaux et régionaux fiables. Le comité syndical de la polyclinique Pasteur a animé hier matin un point de presse. Il s'agissait en fait d'un SOS à l'endroit des autorités pour une réouverture de la structure. Isaac Tchenou. Par cette conférence de presse, le personnel de la polyclinique Pasteur lance un cri de cœur pour la réouverture de leur service fermé depuis le 11 novembre 2014. À la suite de cet incident malheureux, nous avons payé un lourd tribut. Cet état de fait a donné beaucoup d'angoisse à tous nos partenaires, à tous nos patients qui nous ont fait confiance. Nous leur demandons solennellement pardon pour la rupture des soins. La fermeture du Pasteur mène ipso facto près de 300 employés en chômage. Considérant que cette situation peut entraîner ces employés et leurs familles dans une détresse totale, sans ressources ni revenus. Au regard de tout ce qui précède, sollicitons le gouvernement à lever la mesure conservatoire de fermeture de la polyclinique Pasteur afin de permettre à ces nombreux employés de reprendre service pour le mieux-être de ces milliers de patients. La polyclinique Pasteur a été créée en 2000 avec pour objectif de renforcer la capacité d'accueil et de prise en charge médicale des délégations étrangères et aussi contribuer à l'amélioration du plateau technique malien.
3 prétendants pour le poste de secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali. L'AEM qui organise son 22e congrès à la faculté des sciences et techniques à Badlabougou. Au cours des assises de 2 jours, les délégués auront également droit à une session de formation en leadership et plaidoyer. Moïse Traoré. C'est une ambiance de congrès à l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM. La commission d'investiture a enregistré 3 candidatures pour le poste de secrétaire général. L'autorité ministérielle préconise la régularité du scrutin et l'acceptation des résultats par tous. La bancarisation qui est en cours, qui va être poussée à son terme les prochains jours, devrait faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de retard pour les bourses et qu'il n'y ait plus jamais de retard pour les bourses. Maintenant, je vais parler de ce qui n'est pas vos droits. Moi, j'assure la tutelle de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'Éducation assure la tutelle de l'enseignement de base et de tout ce qui concerne la pédagogie, tout ce qui concerne l'académie, les dates des examens, les sujets des examens, les résultats des examens. Lui et moi, on ne s'immisce pas de ça. Vous n'allez pas vous immiscer de ça. Vous allez apprendre, vous allez composer et vous allez avoir vos résultats de façon normale. Depuis 2001, les anciens leaders estudiantins facilitent la cohésion dans les rangs des cadets. Au cours de chaque congrès, ils organisent une session de formation. Nous allons traiter des thèmes comme la violence à l'école, la violence au sein de l'AEM, mais nous allons aussi traiter de modules comme des modules touchant au leadership, la capacité de négociation, puisque l'AEM depuis un certain moment a décidé souverainement d'abandonner la violence comme moyen d'expression. Ce 22e congrès s'est ouvert en présence du président d'honneur de l'AEM, Nyanga Tembeli, 2 représentants des étudiants burkinabés et ivoiriens, de même que l'ambassade de Belgique au Mali. Le Fonds de solidarité nationale tient depuis ce matin à son siège la 14e session de son conseil d'administration. Au menu de cette rencontre, l'examen et l'adoption de la 13e session, l'examen et l'adoption du plan d'action et du budget 2015. Placé sous le signe de la relance des activités, le Fonds de solidarité, en plus de ses missions traditionnelles, fera face à 3 grandes actions prioritaires. Les détails avec Abdraman Maïga. C'est désormais connu. Le budget prévisionnel du Fonds de solidarité nationale au titre de l'exercice 2015 se chiffre en recettes et en dépenses à la somme d'1,175 milliard de francs CFA. À ce budget prévisionnel s'ajoutent 3,761 milliards de francs CFA comme appui financier qui permettent à cette institution de faire face à ses engagements. Parmi les activités inscrites à l'agenda 2015, 3 sont jugées prioritaires. Et sur ces 3, l'appui aux 166 communes les plus pauvres du Mali occupera la tête des pelotons. Ces communes bénéficieront pour la circonstance des projets multiformes leur permettant d'amorcer leur décollage socio-économique. Les 166 communes sont identifiées et le Fonds de solidarité nationale a fait un travail d'élaboration de monographie ou en tout cas de renforcement des capacités des élus locaux pour amener les protagonistes à élaborer des projets sur la base des besoins exprimés par les communautés, élaborer des projets de développement qui sont aujourd'hui disponibles. Placé sous le signe de la relance après une année difficile marquée par l'absence de subventions, le Fonds de solidarité nationale fera également face à ses missions traditionnelles d'appui et d'accompagnement des populations démunies de notre pays. Ce volet sera renforcé en 2015 pour appuyer le retour des réfugiés. En plus des monographies, beaucoup d'initiatives hardies, plein de projets fin prêts et de propositions de partenariats élaborés par le Fonds de solidarité nationale existent. Il nous suffit de les prendre en main, de les accompagner et de les vendre à des partenaires. Pour atteindre les objectifs de son plan d'action 2015, les administrateurs mettront cette 14e session à profit pour diagnostiquer les difficultés en vue d'une mobilisation plus accrue des ressources financières à travers l'établissement de partenariats solides. L'Université de Ségou a tenu ce matin ici à Bamako la première session de son conseil d'administration. Pour statuer sur le devenir de la jeune université, les administrateurs ont discuté et approuvé le rapport d'activité 2013-2014, entre autres. Daouda Sidiki Diarra.
Le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l'université de Ségou est au cœur des préoccupations. Dans sa quête de l'excellence, la jeune université qui veut s'imposer à tout prix doit être soutenue. C'est pourquoi il est demandé aux administrateurs de ce conseil d'examiner minutieusement les documents qui sont soumis à leur approbation. À cet effet, nous allons discuter et approuver les documents suivants: le rapport des activités 2013-2014, le rapport sur l'état d'exercice du budget 2014, les manuels de procédure, le programme d'activité 2014-2015 et son budget, et les éléments soumis à l'approbation du conseil d'administration. Nos suggestions et nos visions stratégiques seront des appoints pour accompagner cette jeune université de Ségou. Car notre vœu est que l'université de Ségou dispose, d'ici 2 ans, d'un nouveau campus universitaire et d'un corps complet d'enseignants-chercheurs pour accomplir sa mission. Cette première université de proximité au Mali témoigne de la volonté des autorités scolaires de rendre le savoir accessible partout dans notre pays. L'état de la mise en œuvre des recommandations de la 6e session, la présentation du rapport annuel 2014 et du projet du programme d'exécution technique et financière 2015 étaient quelques points inscrits à l'ordre du jour de la 7e session du comité technique du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud, PADEPA, DSA, Mamadi Alioubari. Il s'agissait au cours de cette 7e réunion du comité technique du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud PADEPA KS de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la 6e session, de présenter le rapport d'activité annuel 2014, le projet du programme d'exécution technique et financière de 2015. C'est aussi l'occasion pour nous de constater les avancées et de nous imprégner des acquis. Cet exercice exige de chacun de nous de faire preuve d'engagement, de courage, d'attention et de professionnalisme, car sortiront de nos débats les nouvelles orientations du projet. Le ressort de cette réunion, que les travaux de réalisation des locaux de services déconcentrés de l'élevage, des infrastructures collectives sont exécutés à 99%. Le taux d'exécution du balisage de la gestion de 825 km d'axes de transhumance et de la formation des bénéficiaires est estimé à 77%. L'année 2014 a été une année de grandes réalisations sur le terrain. Au titre de ces réalisations, on peut citer entre autres 24 noyaux élus morts et 12 noyaux de taureaux d'Ama, 40 noyaux de moutons dialonqués ont été attribués à 76 élevages bénéficiaires, appuyés également financièrement pour l'acquisition des équipements et des infrastructures. Nous sommes surtout confrontés à des difficultés liées à la passation des marchés. Et ce sont ces difficultés qui ont fait qu'il y a beaucoup d'activités du projet qui n'ont pas pu être mises en œuvre au temps indiqué. Et c'est la raison pour laquelle, justement pour permettre au projet d'atteindre l'essentiel de ces résultats, que le gouvernement a demandé une prorogation du projet pour 1 année que la BAD a accepté. Le PADEPA KS, qui couvre les cercles de Bafoulabing, Kenyeba, Kita et le sud du cercle de Caille, a un budget prévisionnel annuel de 432 millions de francs CFA pour l'année 2015. À présent, faisons un tour dans la capitale des Balanzans pour parler du festival sur le Niger. En plus des concerts et autres animations folkloriques, un espace est dédié à la foire elle-même. Cette foire à dimension internationale démontre le savoir-faire des artistes africains. Reportage de Mohamed Diarra. Sur le quai du fleuve Niger, c'est une véritable marée humaine. Ici, les intérêts sont partagés. La plupart des visiteurs sont attirés par les produits artisanaux. Plus d'une centaine de stands érigés. La foire de Ségou a une dimension internationale avec des exposants venus de la sous-région. Une véritable intégration africaine. Je crois que c'est même un peu plus que l'intégration africaine. Ce que ça me dit, c'est que l'Afrique arrêtée est une. C'est parce que quand on parle d'intégration, c'est comme deux choses qu'on met ensemble et qui ne se touchent pas. Mais vraiment, l'Afrique est une. C'est-à-dire que quand je me suis arrêté au stand camerounais, il a fallu que la dame dise qu'elle est camerounaise pour que je fasse la différence avec les stands maliens. C'est la même chose avec les stands béninois. Je crois qu'au fond, l'Afrique est une. L'intégration, vraiment, moi, tous les jours, je suis dedans parce que moi, je vends mes produits un peu partout dans la sous-région. Puisque, comme vous le constatez, c'est un produit qui est financé par l'OAPI. Donc, je dois distribuer dans les 17 pays de l'OAPI. De la bijouterie à la maroquinerie en passant par l'agroalimentaire, il y a de quoi séduire les visiteurs.
Ce sont des produits très intéressants et vraiment je suis en train d'essayer de comprendre toutes les choses qu'on a et ce qu'on peut faire avec. À cette foire aussi, il n'y a pas que des produits artisanaux, on parle aussi de religion et de paix, facteurs de réconciliation et de cohésion sociale. Nous sommes venus participer et exposer notre stand Ensemble nous sommes un peuple et pour faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale. On est là pour la promotion de l'islam, surtout les livres islamiques. On a le Saint-Coran en français, traduction en français, et on a le livre La vie de Mohammed. En attendant le bilan de la foire, les contacts se nouent et certains disent avoir fait de bonnes affaires. C'est dit tout simplement que le fleuve Niger est un puissant levier pour la promotion de la culture. Les conditions de création d'un statut de l'opposition au Mali, le dialogue entre la majorité et l'opposition et l'émergence politique des femmes, quelles sont les principales activités menées en 2014 par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID. Le CMDID qui tient depuis cet après-midi son conseil d'administration au Grand Hôtel de Bamako. C'est pour faire la lumière sur les acquis et les faiblesses de son registre d'intervention. Suleiman Kenza Sidibé. Les perspectives de développement, la pérennisation des actions de la plateforme de dialogue politique, les enjeux et défis du contexte politique actuel au Mali s'inviteront sans nul doute dans les débats ouverts cet après-midi entre les partis politiques membres du CMDID. Pour l'année écoulée, la Fondation a joué sur plusieurs tableaux le statut de l'opposition, de dialogue entre majorité et sa dernière et l'émergence politique de la femme malienne. La contribution à l'émergence d'un cadre politique favorable à la création de conditions d'existence d'une opposition politique. Les échanges fructueux avec les députés et les cadres politiques sur les expériences d'organisation et de fonctionnement du dialogue politique entre majorité et opposition dans la sous-région. Le soutien à l'émergence politique des femmes, la recherche de voies et moyens pour la paix et la réconciliation nationale dans le cadre des négociations du processus d'Alger. Le CMDID a pour partenaire stratégique l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Au dit de son représentant, les hommes politiques maliens sont capables de relever les nombreux défis qui plombent pour le moment le processus démocratique au Mali. Pour cela, il faudra du temps, mais aussi approfondir les échanges sur les enjeux et les défis du contexte politique dans une vision qui s'inscrit harmonieusement dans les réalités sociopolitiques et économiques maliennes. Le Mali reste un pays prioritaire pour les Pays-Bas. À ce titre, le soutien au processus démocratique malien ne fera pas défaut. Voilà, présent retour sur cet important communiqué avant de parler de sport. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que suite à des affrontements intervenus ce jour samedi 7 février 2015 entre les groupes armés au nord du Mali dans la localité de Tabankor, certaines informations tendancieuses sont en train d'y associer les forces armées et de sécurité maliennes. Cela relève d'une pure intox visant à jeter un discrédit sur les FAMA. Le ministre affirme et précise que les FAMA sont respectueuses du cessez-le-feu ainsi que de tous les engagements pris par le gouvernement de la République du Mali. Reconnaissant la liberté d'opinion et d'expression, le ministre met en garde contre toute forme d'information de nature à mettre en mal le processus de négociation en cours. Le ministre invite les FAMA à se concentrer sur leur mission régalienne en évitant de se laisser distraire par des faits partisans. On va parler de sport maintenant avec peut-être Aldjou Matina qui va nous parler de cyclisme maintenant et on va donc boucler avec cette information, vous l'avez suivi sur les antennes de l'URTM, le match de classement de la 30e Coupe d'Afrique des Nations qui a donc vu la victoire de la RDC qui s'est imposée dans la séance des tirs au but face au pays organisateur, la Guinée équatoriale. Demain, la grande finale à partir de 19h en direct sur cette même antenne opposera la Côte d'Ivoire au Ghana. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.